Seulement, moi, je suis peut-être le seul à pouvoir savoir, et je ne le sais pas encore tout à fait, qu'il n'y a pas de pôle Nord pour moi, qu'il y a des tas de pôles, puis que mon aiguille est comme une fofolle, elle va dans tous les sens. Alors je pars, là aussi en bolide, avec cette bonne sensation de la terre qui glisse. Puis la petite aiguille, elle fout le vent dans un autre sens, alors je repars en arrière. C'est pourquoi j'ai tellement d'aisance à avancer, à marcher. Est-ce que les copains ont cru prendre pour une facilité dans la vie, c'est peut-être tout autre chose que la facilité. Seulement, je connais bien le terrain. Dans l'atelier, je vais finir par y aller. J'ai pensé quelquefois que je pourrais en avoir un, seulement pour construire quelque chose en dehors d'une chambre qui me tenait un peu trop à l'étroit. À l'étroit, je me demande bien pourquoi. Cet atelier placé sous le toit avec ses deux pans inclinés, la femme derrière moi. J'avais pas besoin de me retourner pour voir qu'elle souriait comme seule elle sait sourire. Avec à la fois ce mélange de tristesse et de joie. Toute chose qu'une femme peut offrir, qu'une femme peut m'offrir. Non pas délibérément comme un cadeau, mais c'est une offrande. Elle n'attend rien d'autre que de me voir me posant à une des tables qu'elle a fait monter ici, sur une des chaises. Moi j'ai les yeux vides. Je ne vois rien que du vide. Il faudra faire des efforts. Ça me semble au-dessus de mes capacités. Lentement, je me hasarderai peut-être là-haut de temps en temps. Là-haut, là où je suis maintenant. Par éclatement, j'arriverai peut-être à y passer quelques minutes, puis quelques heures. Quand je me retourne, elle n'est plus là. Elle m'a laissé seule. C'est un autre silence, un silence différent, parce que j'ai 3 mètres de haut en plus, avec au-dessus de ma tête, non pas 2,50 m avec un plafond, mais 4-5 mètres au-dessus. C'est un silence, comme si je réintégrais la mort. Ou si c'est pas la mort, en tous les cas, une peau sèche et morte. À la fois trop petite et trop grande pour moi. J'étalerai sur le sol un matin des tas de papiers. J'ai besoin, quand je descends, qu'elle me regarde. Non pas pour me dire est-ce que tu as fait quelque chose, mais qu'elle me regarde. Comme elle sait regarder. J'ai à chaque fois besoin de lui dire j'ai rien fait, ou bien de lui dire tout simplement tu me fais chier à me regarder comme ça. De toute façon, j'ai rien fait ou tu me fais chier, je la blesse. Je la blesserai aussi si je descends en disant j'ai énormément bossé. Alors le jour est arrivé où, à mi-chemin entre une colère tournée contre elle et contre moi, je ne pouvais plus la contenir. J'ai étalé partout des bouts de paplard. Et puis j'ai pris les boîtes de peinture et je me suis mis à barbouiller tout ça. Dans le désordre, comme toujours. Laissant dégouliner des kilos de barbouille. Commençant à les écraser avec des morceaux de pastules, de palettes, de couteaux. Puis après j'y mis mes doigts. Puis mes mains. Ça s'est terminé avec les pieds. Puis je me suis dit, je vais me rouler dedans. Puis j'avais 2-3 bidons de diluant. C'est un produit qui éclaircit cette barbouille. Un diluant à l'odeur tellement forte, tellement prenante. On dirait de l'acétone. C'est un peu de l'acétone. De l'acétone industriel. Des bidons de salide, j'ai commencé à en balancer partout. Ça giclait sur les murs, la peinture se tordait en dessous, se ratatinait, se levait. On aurait dit un monde d'insectes inconnus que j'étais en train de faire vivre, revivre ou surgir.
Une sorte d'apprenti sorcier qui n'arrive plus non pas seulement à maîtriser ce qu'il a mis en route, mais ce qui en lui a été mis en route. Dépassé totalement par les petits événements. Tous diluants, versés là-dedans, fenêtres et portes fermées, ça commençait à me taper sur le cigare. J'ai été saisi par une énorme nausée, suivie de l'envie de dégueuler. Seulement, je voulais pas céder. Je voulais pas céder à quoi, ça j'en sais rien. Mais si j'avais commencé un carnage, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Après avoir pataugé, marché, déchiré, refoutu du diluant, reversé les pots de peinture, toutes les couleurs y passaient. J'ai eu envie de foutre le feu. Alors j'ai pris une allumette. Je l'ai craqué. Puis j'ai fait descendre tout doucement le bout de bois au bout de ma main, jusqu'à ce que je tousse une tache. Puis j'ai vu un petit commencement de feu. Là, j'ai pris la porte. J'ai descendu tout doucement pour pas qu'elle m'entende. Je me suis retrouvé dans la petite ruelle, mais au lieu de remonter vers le village, je suis descendu dans les champs. Des champs qui, parce que c'était déjà le printemps, allaient bientôt, etc., etc. J'ai foncé là-dedans comme un lièvre, sans penser que quelqu'un pourrait me voir et non seulement se dire que je lui abîmais sa récolte à venir, mais que Monsieur 2 était dingue. Puis dans le premier buisson, j'ai plongé, exactement de la même façon que j'avais plongé quand j'avais des bombes au cul, ou des rafales. J'ai plongé là-dedans, tête baissée, je me suis arraché la gueule, puis j'ai rampé, j'ai rampé. J'ai dû ramper pendant des centaines de mètres. Je dévalais dans le ravin, puis je remontais, je m'agrippais. Je me secouais les fringues, comme si après moi, les flammes cavalaient. J'ai fini par m'arrêter, j'étais pas essoufflé. J'avais quelque chose en moi qui était cassé. Et là, j'ai voulu regarder. J'ai trouvé un petit point de mire où je pouvais entrevoir le toit de l'atelier, le toit de la maison. Et là, je me suis mis à compter. Presque au rythme de mon cœur, en me disant que dans quelques minutes, je verrais un peu de fumée sortir par en dessous. J'ai compté, j'ai attendu, je laissais passer les minutes, les dizaines de minutes. Rien ne venait, pas de feu, pas de fumée. Je me suis secoué. Comme un oiseau tout mouillé. Je suis sorti de mon buisson et je suis revenu très hâtivement, non pas lentement, mais hâtivement, en me disant que si j'avais foutu le feu, elle qui était en dessous, je me foutais tellement d'elle. Et tout ce que j'avais là-haut, mais je me foutais tellement de ce que j'avais là-haut. Elle m'attendait, dans la cuisine. Elle avait du chialet, mais elle voulait le dissimuler. Alors j'ai laissé là-dedans. J'ai pris ma petite échelle intérieure. J'avais un escalier dans la grange et j'avais une petite échelle pour monter de ma chambre directement dans l'atelier. Quand je suis arrivé là-haut, j'ai senti. Ça sentait toujours le diluant et l'acétone, mais ça sentait pas le feu. Et en l'espace d'une heure, cette peinture séchant tellement vite, tout s'était ratatiné. J'avais comme un immense tas de tortues au dos craquelé. Les tas étaient coagulés, carapacés. Une vraie odeur d'usine. L'usine. Une fusée dans mon crâne. J'essayais de la chasser. C'était en quelque sorte une sorte d'armée de mercenaires. Mercenaires d'une raison qui lentement m'abandonnait. Elle revenait comme des massues. À l'usine, j'associais tout de suite n'a pas le droit. N'a pas le droit, je retombais dans le truc. Devant mon gâchis, j'étais doublement perdu.
Non pas tant de fric gaspillé, encore que j'aurais pu y penser, mais un tel gâchis, un champ labouré. Tout était collé sur le parquet. Je me posais même pas la question pourquoi ça n'a pas brûlé. Je cherchais quand même l'allumette, qui était à demi consumée dans un tas de flaques noires. En voyant la fenêtre, je me suis dit un jour je l'ouvrirai. Non pas pour faire un courant d'air et attiser un feu, mais faire un courant d'air qui m'aspirerait. 3 étages, ça pardonne pas. J'ai regardé en bas. Juste en dessous de la fenêtre, il y avait la grosse pierre. Si je réussissais à tomber la tête la première sur la pierre, c'était gagné. De cette idée-là, je passais à une autre. Non seulement j'ouvrirais la fenêtre et je sauterais, mais je sauterais au dernier moment. Le dernier moment parce que j'aurais foutu le feu à tout, et quand tout commencerait à bien griller, je sauterais. Je me débattais même pas là-dedans. Non, non, j'avançais avec beaucoup de calme. Comme ces gars qui font de la guerre un métier, un bon travail, et qui méthodiquement brûlent tout devant et s'il le faut derrière. En pensant à ça, j'ai cru ressentir comme une explosion. Quelque chose qui ressemblait à la mise à feu de bidons d'essence et de diluants. Cet atelier, je le hais, lui aussi. Si je voulais faire le tour de la question, en fin de compte, je serais arrivé à... Je hais tout. Et une autre question, qui aurait pu et qui aurait dû être saine, ça me mène où? Seulement ça puait tellement là-dedans. Non seulement dans l'atelier, mais dans mes trous de pif, dans le trou de ma gueule, dans le trou de mon cul. Ça schlinguait. Tous les bouquins schlinguaient. Cette espèce de flopée de mecs que j'avais bouffé, becqueté, avalé, mal digéré, quelquefois trop bien digéré. Ça dégoulinait comme de la morve. J'étais dans un grand pif avec un sinus inflammé. J'avais un mélange de tout. Un mélange de tout qui aurait été couronné par un état, disons, spasmodique. L'étranglement prenant du bas du bassin jusqu'en haut de la tête. Quelquefois, le matin, quand je me levais et que je faisais ma toilette, je rentrais dans cette espèce de petit cabinet que j'avais fait, et la gueule toute barbouillée de savon, ou la bouche encore pleine de dentifrice, je relevais mes yeux et j'essayais de me dévisager. Et dans la glace, le mec que j'avais appris à voir pendant des années, à l'exemple de l'oncle, j'avais pas de mal à le retrouver. Seulement je pouvais noter, non pas ride après ride, mais peau après peau. Comme si j'avais été un grand brûlé. Seulement je savais que les brûlés souffraient, alors que moi, je me faisais souffrir. En tout cas, comme un grand brûlé. Les morceaux de peau qui pendaient un peu à droite à gauche. Le rasoir qui excitait tout ça. J'étais non seulement coincé et grippé, j'étais cassé. Ne pas faire, c'est pas tellement une cassure. La cassure est non seulement plus grande, mais tellement différente d'avec le pas faire, c'est le faire ce que j'avais fait. Je veux dire foutre mes papiers par terre et commencer à tout dégueulasser. J'en étais là, encore une fois, dans la petite chambre, avec elle qui revenait de plus en plus souvent me voir, soit avec une tasse de thé, une tasse de café ou une cigarette qu'elle m'allumait. Et sans me parler, elle me la posait au coin de la table. J'en étais là, même plus à me débattre, à accepter une bonne défaite. J'en avais plein la gueule et j'avais ce que je méritais. Quand encore une fois,
il a été décidé qu'on allait foutre le camp. À ce rythme-là, on avait intérêt à prendre un abonnement. On allait nous voir un peu partout, sur toutes les routes. Un grand et une petite, suivis de leur chat dans un panier. Je ne sais pas ce que les types du village pensaient, parce que je crois qu'ils ne pensaient pas à moi, mais moi, en tous les cas, je ne pensais pas à eux. En arrivant, j'avais essayé de, non pas m'incruster là-dedans, mais de tendre une main à l'un et à l'autre, d'essayer de trouver un point de contact. Très simple et sans me forcer. Mes problèmes n'étant pas les leurs, mais leurs problèmes pouvant, parfois et par hasard, avoir une solution s'ils me les exposaient. Ça m'était arrivé là où on était avant. Alors, j'avais essayé, j'avais joué cette carte-là. Et puis pour eux, je représentais un spécimen qu'ils n'avaient jamais vu. Un grand mec qui apparemment ne fout rien, est toujours chez lui. Qu'on voit quelquefois courir dans les champs, c'est possible, on l'avait peut-être vu. Qui fout le camp pendant 15 jours, 3 semaines, et puis qui revient. Qu'ils s'étaient non pas désintéressés de moi, mais peut-être qu'ils me regardaient de derrière leur vitre. En tout cas, je les croisais de moins en moins, et quand je faisais un signe de la main, un peu timide, on ne me répondait pas. Elle a décidé qu'on devait repartir. Alors, non plus partir pour faire un voyage et aller ailleurs, mais décider à prendre en main une situation qui m'échappait complètement et qui commençait à lui échapper elle aussi. On est parti précipitamment pour la ville. La ville, c'est la mienne, quoi, Paris. C'est là, disait-elle, que je serais soigné. Parce qu'elle a voulu me lâcher ce mot-là, de manière à ce que nous soyons bien d'accord. Elle ne voulait pas une fois arriver à Paris me dire « Je veux que tu ailles voir tel ou tel mec », mais qu'avant, je lui donne en quelque sorte mon accord. On s'est mis en route. J'étais obsédé par ce que je mangeais. Parce qu'il fallait que je le rechie. Devenu comme un tuyau étranglé à un endroit. Cet endroit-là, d'ailleurs, étant très variable, se situant dans le fond de la gorge, ou dans le fond de l'anus, ou à la hauteur des tripes ou de l'estomac. En cours de route, le paysage plat qui succédait aux montagnes n'arrivait pas à me détacher de la nouvelle question qu'on m'avait foutue dans le crâne. Malade, donc, être soigné. J'étais tellement absorbé par la maladie qu'elle avait pu soupçonner que j'aurais peut-être à mon tour pu le voir, mais incapable de comprendre comment je pouvais en être arrivé à ça. Arrivé sur le quai de la gare de Lyon à Paris, là, j'arrivais pas à avancer. J'étais paralysé, un peu, mais en fait d'une façon très différente, comme je l'étais ailleurs 15 ans plus tôt. Non pas la butant à des trottoirs ou à des petits morceaux de pavés qui dépassaient de la rue, mais incapable de faire bouger mes jambes. Alors j'étais là avec une valise dans chaque bras. J'avais bien réussi à descendre, mais je ne réussissais plus à bouger. On a laissé passer la foule. Moi, je m'étais assis sur ma valise et je fumais. J'avais encore envie de chialer, bien sûr. Elle s'était assise de l'autre côté, comme les émigrants font quand ils arrivent dans une ville étrangère, inconnue et que je suppose pour eux plein de dangers. Elle m'a donné une petite, pas une bourrade, une petite poussée dans le dos, dans les côtes, en me disant « Allez, viens, marche, tu peux marcher ». Effectivement, j'ai pu marcher. Dans la même journée, moi je sentais que, oh non pas mon cas s'aggravait, mais que certaines
certaines images devenaient de plus en plus violentes, de plus en plus précises, de plus en plus obsédantes. Je me fixais, je ne pouvais pas retirer mes yeux de quelque chose, ce quelque chose qui se mettait à me fixer à son tour, comme ça avait été 15 ans plus tôt, mais ce n'était que des trous que je fixais, et ces trous-là étaient toujours pleins de sang. On s'est retrouvés dans un taxi. On était coincés entre des fils et des fils de bagnoles. Et je dirais l'accident, non pas l'accident, mais mon premier accident est arrivé sur la place de la Concorde. Coincés, serrés, bloqués, entre des milliers de voitures. Tous les gars, quand ils démarraient, retiraient leurs pieds du frein. Leur feu rouge à l'arrière s'éteignait, et 3 mètres plus loin, ils refreinaient et les feux rouges s'allumaient. Des milliers d'yeux en sang. Puis des yeux, je suis passé à des milliers d'anus en sang. Des milliers de trous de balles qui pétaient, qui chiaient, qui flousaient. Je l'ai regardée, elle, et sans lui murmurer quoi que ce soit, elle a dû comprendre dans mes yeux que ça n'allait pas. Et elle s'est mise à regarder la place. Et comme elle était, j'oserais pas dire dressée, mais tellement habituée à ces brusques découvertes. D'un gars qui, tout en mangeant un beefsteak brusquement, peut, comme ça m'était arrivé, fendant un beefsteak en deux, dire on dirait ton sexe. Elle avait pris cette habitude de sauter d'un piton à un autre et de ne jamais se trouver en pays dépaysé. En voyant, quelques secondes après, les voitures redémarrer puis s'arrêter à nouveau, et en voyant elle aussi tout ce que je voyais, elle a vu ce que je voyais. Elle s'est penchée vers le chauffeur du taxi et lui a dit « Si vous pouviez aller plus vite », et le gars a dit qu'il était impuissant. Et pour traverser cette place de la Concorde, j'ai encore le sentiment aujourd'hui qu'on a mis 5 heures. J'en voyais non seulement le bout, mais il n'y avait pas de bout possible. J'étais rentré dans un champ de mort où tous les morts auraient eu le derrière tendu vers moi comme des affûts de canon et qu'auraient craché des obus de sang, des caillots. On avançait mètre par mètre. Je m'impatientais même plus. À un moment, j'ai une idée qui m'est venue. Si le gars se mettait à monter sur le toit des bagnoles et les labourait, les dépassait, je me voulais dans un char d'assaut, dans un tank. Et ce mot, le tank, comme une puce qu'on écrase, comme un tic qu'on arrache du cou du chameau, puis qu'on écrase lui aussi entre ses doigts avec cette grosse giclée de sang. Je dis à ma femme, on aurait dû prendre un tank. J'ai besoin de dire ça. Elle m'a serré contre elle et c'est pas moi qui ai pleuré, c'est elle. Jamais on n'arriverait à ce médecin. Ce médecin qu'elle disait être mon sauveur. Il allait me remettre d'aplomb, il allait me permettre de travailler, de retourner dans mon atelier, de voir les choses sous un angle, non pas optimiste, mais nouveau. Elle me disait, tu te retrouveras. Crois-moi, tu n'es pas perdu. Ça glissait sur moi comme du savon sur une planche. On a fini par atteindre la porte du gars, par monter chez lui, par être reçu. Il avait une bonne gueule. Je m'étais mis à faire attention aux gueules. Longtemps, j'ai pensé que la gueule des gars ne voulait rien dire. J'aurais tendance à revenir vers ça. Mais à cette période-là, j'étais convaincu qu'une bonne gueule d'un gars ne pouvait pas être le masque d'un mauvais gars. Et ce type, quand il m'a fait rentrer dans son cabinet, qui ne savait pas qui j'étais, mais qui savait que j'étais le malade, on peut penser que ça se voyait. Encore que ma femme aurait très bien pu être prise elle aussi pour une malade. Mais quelle malade, j'en sais rien.
Après nous avoir fait prendre place dans ces immenses fauteuils. Effrayé, moi, de m'avoir à m'asseoir là-dedans, avec tout le problème que ça allait entraîner derrière pour m'en sortir. Obnubilé par une pensée, il va m'examiner. Qu'est-ce qu'il va m'examiner? La peur qu'il me rende un énorme balai dans le cul ou quelque chose dans la gorge. Le spéculum étant pour moi synonyme de grue. De grue qui plonge, qui rentre, qui gratte, qui ressort quelque chose et qu'on regarde. Il a laissé quelques minutes passer. Seulement, il ne voulait pas parler avec elle. C'est avec moi qu'il voulait parler. Il m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pouvais pas répondre. Il a continué par un inventaire d'un doigt planté vers moi et qui montrait c'est à la gorge, ou c'est à la hauteur des poumons, ou c'est à l'estomac, ou c'est au ventre, ou c'est plus bas vers le sexe. Je ne savais pas ce qu'il était comme spécialiste. J'ai cru à un très bref moment que c'était un spécialiste des nerfs. J'ai eu envie de me lever, mais il était là au-devant de moi et il m'a dit, vous avez des ennuis organiques. Et est-ce que c'est le mot organique qui m'a déverrouillé? En tout cas, je me suis mis à vomir des phrases. À vomir des phrases qui avaient beaucoup à voir et rien à voir avec le trouble que je devais ressentir. Je lui ai fait le détail très précis de la place de la Concorde. Il ouvrait des yeux comme une bouche d'égout. Il avait du mal à réfréner en moi cet élan que j'avais, à essayer de temps en temps de court-circuiter mes paroles. Seulement, il n'y arrivait pas. Alors il a abandonné, il m'a laissé faire, et ça a duré ce que ça devait durer. Un bon moment. Après quoi, il s'est levé, m'a dit, je vous demanderai de passer à côté. Je dois vous examiner. Je ne voulais pas me laisser examiner, mais je me suis levé et je suis rentré dans un petit cabinet tout noir, qu'il a éclairé d'une toute petite lampe, et sans que j'aie à déboutonner mon froc, il l'a fait lui-même, en me disant, asseyez-vous et maintenant allongez-vous. Il commençait à me palper le bide, me palper l'estomac, me palper le foie. Puis il m'a dit, bien, je vais regarder de l'autre côté, alors mettez-vous à genoux, ne vous contractez pas. Et j'ai su qu'il allait me regarder derrière. Là où j'avais moi aussi un feu de position très rouge. Il a eu cette délicatesse de ne pas enfoncer de bout de bois là-dedans, ni même de tube. Il a tout banalement regardé avec un spéculum, tout petit, il m'a fait une anoscopie. Et puis il a eu un petit rire très optimiste, en me disant, vous n'avez rien là-dedans, c'est pas la peine de vous fixer, mais vous avez besoin d'être soigné. Vous allez donc rentrer chez vous, allez voir un médecin, il y en a certainement dans votre région. Vous allez lui raconter non seulement l'histoire de tout à l'heure que vous m'avez raconté, la place de la Concorde, mais le plus possible de choses. Vous avez besoin de raconter ça. Que faites-vous dans la vie? Et il m'aidait à remonter mon froc, à me saucissonner là-dedans, essayant de me refoutre une cravate autour du col. On s'est retrouvés dans son cabinet. Il a dit à ma femme ce qu'il avait à dire. Je comprenais mal. J'étais à nouveau, ou de nouveau fixé vers autre chose. Il fallait que je voie quelqu'un à qui je devais tout raconter. Au dernier moment, quand il me serrait la main, il m'a demandé « Que faites-vous dans la vie ?» Alors j'ai été bien embarrassé. Il commençait à me tortiller sur place. Je crois que là j'ai ricané. Ma femme a essayé d'ouvrir sa bouche, mais ça ne marchait pas. Alors lui, en riant, a dit « Vous n'êtes quand même pas un rentier à votre âge ?» et j'ai fait signe « Non, je ne suis pas un rentier. » Alors dites-moi ce que vous faites. Montrez-moi vos mains. Alors je lui ai montré mes mains. Il m'a dit, vous n'êtes pas un travailleur manuel. J'ai fait signe non. Vous travaillez dans les bureaux, j'ai fait signe non.
Alors que faites-vous? Je l'ai regardé en lui disant, si je pouvais savoir ce que je fais, je crois que ça irait mieux. Il me dit, oui, mais enfin, ne jouez pas sur les mots. Monsieur. Alors je dis, je suis pas un monsieur. Je suis tout, mais pas un monsieur. Enfin, vous êtes un homme, disons que vous traversez une mauvaise période, mais je vous affirme que ce n'est pas une période longue. Si vous faites ce qu'il faut faire, vous sortirez d'elle beaucoup plus fort que vous n'êtes en ce moment. Ça va être une dure épreuve pour vous, mais vous pouvez y faire face, vous parlez. Moi, je crois à la parole. Vous aussi. Je lui ai répondu très mal. Pas très mal coléreux, très mal à cette question. En lui disant que j'avais longtemps cru à la parole des autres, mais jamais à la mienne. Et qu'à partir d'un point, je m'étais mis à croire un peu. Parce que j'avais besoin de me dire, de revoir, de donner une structure, une armature. Mais je lui ai dit que ça nous emmènerait trop loin. Il m'a dit, mais ça peut nous emmener très loin, revenez dans le cabinet, on parle de ça. On s'est retrouvés dans son cabinet, plongé dans ses fauteuils. Il m'a encouragé à fumer, m'a même proposé à boire. J'ai essayé de m'excuser si par hasard il avait un autre malade derrière lui, mais disait-il, ça tombait très bien, j'étais le dernier de la journée. C'était un gars bien, je crois. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites alors? Alors j'y ai planté mes yeux plus profondément que ses yeux à lui. J'ai voulu descendre. Puis en même temps, j'avais des sanglots qui montaient. Je commençais à m'excuser en bafouillant, en lui disant, je m'excuse, je pourrais pas me retenir. Je vais pas pouvoir parler autrement. Comprenez-moi. Seulement, en lui disant comprenez-moi, moi je ne comprenais pas. J'étais perdu. Perdu d'être amené à parler de ma perte. C'est énorme, ça. C'est vraiment énorme. Ah, j'aurais tout envoyé chier, quoi. Et lui et ma femme, et je commençais à bigler vers sa fenêtre. Il n'était pas con. Il a vu que je regardais sa fenêtre. Il m'a dit, vous avez pensé à ça? Bah, je dis oui, je pense tout le temps à ça. Je peux plus, quoi. Je peux plus. Il m'a dit, vous ne pouvez plus, mais vous ne voulez pas. Ah, bah, je dis, bah oui, tout mon problème, il est là. Je voudrais ouvrir ma fenêtre. Il me dit, oui, puis vous balancez. Je dis, oui, me balancer. Il me dit, puis si c'est pas la fenêtre, c'est autre chose. Je dis, oui, je crois que ça sera autre chose. Alors il m'a répondu, écoutez, on peut s'arrêter là. De toute manière, ça sert à rien que vous me parliez. Moi, je suis un gastro-entérologue. Je m'occupe des tripes et du trou de balle, quoi. Vous n'avez rien au trou de balle, c'est une fixation comme une autre, quoi. Il vous faut ça, bon ben... Je suis sûr qu'on ne vous débarrassera pas de ça tout de suite, d'ailleurs, il ne faut pas. Je ne vous dis pas que vous n'avez rien, je mentirais. Je ne vous le dis pas d'ailleurs psychologiquement pour vous faire du bien, parce que si vraiment, n'ayant rien, je vous disais vous n'avez rien, je vous ferai plus de mal encore. Alors je ne vous dis pas vous n'avez rien. Et je pense ce que je vous dis. Vous avez un petit quelque chose, mais que vous amplifiez avec une telle démesure. Mais vous êtes un homme démesuré. Cette démesure-là, vous devez la conserver. Me comprenez-vous? Il me parlait... Est-ce que j'avais les oreilles coincées comme j'avais la gorge, ou est-ce que lui avait aussi sa gorge serrée? Est-ce qu'il était un mauvais médecin au point d'en arriver à se faire chier de voir un mec dans cet état-là? En tout cas, il me parlait tellement bas, dans une bonne sourdine, sans écho, sans modulation, le tout débobiné, calmement, mollement, avec ce qu'il fallait juste comme chair autour de cet os. Moi, j'avalais tout ça. Et pour terminer, alors que je ne lui avais rien dit parce que j'avais commencé par m'excuser
En dégoisant, je ne pourrais pas parler autrement que... Et qu'on s'était greffé sur la fenêtre, il m'a demandé si c'était de l'écriture ou si c'était de la peinture. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Aussi simple que ça. J'ai pas pu répondre ni oui ni non. Je l'ai regardé, j'ai haussé les épaules, j'ai penché un peu la tête et puis... Je me suis retrouvé dehors. On est rentré à l'hôtel à pattes. Elle me disait qu'elle était convaincue maintenant que je tenais le bon bout. Convaincue, mais que je ne devais pas attendre. Et est-ce qu'il m'avait infusé, non pas l'espoir, mais le quelque chose qu'il fallait? On a repris le train le soir même. Et on s'est retrouvés le lendemain chez nous. Chez nous, avec cette décision... Oui, d'accord. Ça peut plus continuer comme ça.